au niveau du crâne, comme d'ailleurs dans tout le corps, le calcium se déplace aux endroits de plus forte traction. Cette traction du calcium va être effectuée par les membranes de tension réciproque. Et ces membranes de tension réciproque sont la faux du cerveau, qui est au-dessus du corps calleux et qui va nous donner l'expression du corps calleux. Et cette expression de la faux du cerveau, ça va concerner toute la stabilité du corps. Et ça va nous permettre de tester absolument tous les strains qu'il y a au niveau du corps. La deuxième chose, c'est la deuxième membrane, c'est la tente du cervelet, qui, elle, va finalement gérer la substance réticulée. Cette substance réticulée va nous donner l'expression de la mobilité du corps. En résumé, si vous avez deux membranes, vous avez une membrane qui est horizontale, qui est la tente du cervelet, et une membrane verticale qui est la faux du cerveau. Ces deux membranes vont assurer à la fois la mobilité et la stabilité du corps par l'expression du corps calleux et de la substance réticulée. De plus, grâce à ces membranes et grâce à leur capacité justement de maintenir la masse cérébrale, à partir de ce moment-là, on va s'apercevoir justement que cette masse cérébrale va se déplacer plus d'un côté ou de l'autre, comme on l'a exprimé tout à l'heure. Et en fait, cette masse cérébrale, on va le voir visuellement sur le crâne. En effet, on s'aperçoit que cette masse cérébrale, par exemple sur son frontal de cette patiente, elle est ici, vous avez un frontal qui a une certaine largeur, et de l'autre côté, un frontal qui est diminué dans sa largeur. Donc, il y a un effet de repoussement de la masse cérébrale plus importante sur le côté gauche que sur le côté droit. Par rapport à la densité dont je viens de parler, on peut s'apercevoir ici que sur la ligne interpariétale, que je dessine avec mes doigts, eh bien, on se rend compte qu'on a un endroit, après la fontanelle antérieure, qui est un endroit qui est hypodense. Et souvent, c'est l'endroit où les deux pariétaux peuvent glisser l'un sur l'autre. Cet endroit hypodense nous renseigne sur le fait que, justement, à ce niveau-là, il y a une perturbation de la suture interpariétale et qui entraîne forcément une fixité sur la zone dorsale. Cette zone dorsale est une zone qui est évidemment située entre la 7e et la 8e dorsale. Cette zone dorsale va entraîner automatiquement, par sa compression et par son hypodensité, une fixation sur D7 et D8, qu'on va aller vérifier, évidemment, sur la patiente. En testant ici la zone de ces côtes D7, D8 qui est à la pointe de l'omoplate, donc en se mettant à la projection de la pointe de l'omoplate, ici, on s'aperçoit très facilement ici qu'on a une souplesse. Et dès que l'on va tester ici à ce niveau-là, on s'aperçoit qu'on a une rigidité avec même une baisse d'amplitude de l'épaule, bien ressentie par le patient. S'il y a une rigidité costale, il y aura forcément une rigidité vertébrale. Alors, cette rigidité et cette vertèbre vont nous renseigner dans notre test. À partir du moment où on a cette zone de D7, D8, qui est évidemment en hypodensité, on va aller chercher D7, D8, qui est un organe qui correspond à l'innervation de la vertèbre. Et bien ce D7, D8, on va prendre la zone hépatique à ce niveau-là, et on va rechercher immédiatement la réponse sur la zone interpariétale. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, une zone de densité qui va redevenir tout à fait normale dans cette zone interpariétale. On va sentir qu'au lieu d'avoir un enfoncement du pariétal, eh bien là, le pariétal va de nouveau, quelque part, redevenir plus bombé qu'il n'était au lieu d'être enfoncé. Ça, c'est le travail de la main, hein, et c'est un travail très intéressant. Et on va s'apercevoir également, en fonction du cerveau qu'on aura choisi, on va pouvoir déterminer les strains, mais ça c'est
déjà un petit peu plus compliqué parce qu'il faut savoir choisir le cerveau antérieur, le cerveau postérieur, le cerveau intermédiaire, et ça, bon, c'est d'autres tests qui sont expliqués dans la méthode. Mais nous, on va choisir obligatoirement le strain qui correspond le plus proche au cerveau antérieur, et ce strain du corps qui est le plus proche, c'est la surrénale. Et on va choisir donc par rapport au foie et par rapport à l'organe, la cortico-surrénale postérieure, puisque comme on l'a expliqué, tous les strains sont croisés et sont en strain, c'est-à-dire en forme hélicoïdale ou en lemniscate. Donc à partir de ce moment-là, on va aller chercher chez la patiente la cortico-surrénale et on va s'apercevoir que de même, on a une réponse sur la suture interpariétale. À partir de ce moment-là, on va tout simplement faire le strain entre la cortico-surrénale et le foie, qui est un strain qui va se faire selon une lemniscate, c'est-à-dire on va ressentir absolument la motilité de chacun des deux organes, tout du moins de la surrénale qui est une glande et du foie qui est un organe. Et on va faire cette torsion entre les deux. Dans ce travail, on sent les deux mains qui finalement, de plus en plus, donnent l'impression de se rapprocher. C'est-à-dire la lemniscate, en fait, se tord sur elle-même, aussi bien de gauche ou à droite, ou de droite à gauche. Et elles ont tendance à se rapprocher. Puis, de tout d'un coup, évidemment, on sent une pression qui fait qu'on va aller vers l'extérieur de chaque lemniscate des deux organes, jusqu'à revenir au point zéro, entre le foie et la surrénale. À partir de ce moment-là, nous allons faire la correspondance au niveau du crâne du patient, sachant que la correspondance de la cortico-surrénale se situe au niveau de la sphénotemporale, exactement à ce niveau-là, et que la correspondance du foie se situe au niveau du foie antérieur, tout du moins au niveau pariétal, dans cette zone qui est ici. À partir de ce moment-là, on va prendre donc la sphénopariétale au niveau de l'écaille antérieure et au niveau de la grande aile du sphénoïde, et on va la mettre en correspondance dès qu'on va sentir un mouvement sur la suture interpariétale, là où passe d'ailleurs la faue du cerveau, ou même elle est adhérente. C'est pour ça que je vous parlais de la faue du cerveau comme notre système aussi de stress important. À partir du moment où on sent une correspondance du mouvement entre ma sphénopariétale et ma suture interpariétale, à partir de ce moment-là, je sais que je suis bien placé sur ma suture. Au niveau du foie, je vais faire le même principe, c'est-à-dire que je vais chercher, au niveau du foie, la zone des fibres intraosseuses qui sont justement en lemniscate les unes par rapport aux autres et en correspondance avec la cortico-surrénale. Je vais chercher dès que je vais sentir que j'ai une réponse au niveau de la suture interpariétale dans le mouvement. À partir de ce moment-là, je vais faire exactement le même principe que ce que j'ai fait au niveau du corps, en suivant la lemniscate entre le strain pariétal et le strain sphénotemporal, que je viens d'expliquer. Et là, je suis en train de faire exactement la correspondance au niveau pariétal et sphénoïdal. Si je veux faire encore un petit peu plus, pour être sûr, je peux regarder aussi la flexion occipitale que j'ai sur le côté gauche et la flexion occipitale que j'ai sur le côté droit. La flexion occipitale à droite, étant donné qu'il y a un strain important à ce niveau-là, sera plus en extension que celle de gauche, donc elle sera plus haute. À partir du moment où je vais me retrouver sur le bon strain à la fois au niveau pariétal et au niveau temporal, je vais sentir une descente de l'occiput vers le bas, comme on l'a expliqué précédemment. Ensuite, je vais regarder ma zone occipitale pour voir si elle est bien équilibrée au niveau de sa descente au niveau gauche et droit. Et je vais vérifier la zone frontale que l'on a vue précédemment, frontale gauche, et ma zone frontale droite,
Et là, je vais voir qu'elle est totalement symétrique. Et en même temps, je vais regarder la mobilité, ici pour voir si je n'ai plus de restriction au niveau. Je n'ai même pas besoin de forcer pour voir qu'il y a une souplesse extraordinaire, parce que j'ai fait ces deux correspondances. En fait, on peut considérer que ces strains ont pratiquement une complicité amoureuse entre eux. Ils s'unissent pour maintenir une intégrité à la fois corporelle, à la fois dans l'esprit, à la fois dans l'âme de la personne. C'est vraiment une association absolument extraordinaire, une association qui se fait à tous les niveaux, qu'elle soit au niveau artériel, viscéral, organique, bactérienne, etc. Et je pense que ça se rapproche assez de la parole de Jean-Paul II que je voudrais vous lire, donne assez le reflet des strains. Et il dit, Jean-Paul II, on peut considérer l'union entre deux êtres comme l'expression de cet amour qui ne se lasse pas de se tourner vers la personne aimée. Par des effusions qui, même si elles sont toujours semblables, de leur manifestation, sont toujours neuves par le sentiment qui les anime. Je pense que c'est fidèlement reproduire, même nous en tant que praticiens de la main, ce que l'on ressent sous nos mains. On ressent vraiment une joie du corps. Et le corps, c'est notre meilleur ami. C'est celui qui va nous porter pendant toute notre vie. Il est en rapport avec l'intelligence, la conscience du cerveau et son intelligence propre. Elles s'unissent ensemble en strain pour nous guider, nous montrer un chemin, nous amener vers vraiment une connaissance de nous-mêmes. Et je crois qu'il est important justement de les comprendre, de les vivre en tant que praticien de la main.